Espace TV, le 22h. Lundi 27 mai 2019, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 22h. Au sommaire, nouvelle démission au sein du gouvernement Kassori. Maître Cheikh Sako, le ministre de la Justice, a rendu le tablier. Depuis la France, il a rendu publique sa décision qu'il justifie par son refus de soutenir une nouvelle constitution. Assassinat d'un jeune adolescent la nuit dernière à Sangoya. Bangali Keïta a été fusillé à bout portant par le fils d'un ancien militaire. L'auteur du crime et son père ont été arrêtés. Ils sont écroués à la maison centrale de Conakry. En Syrie, durant 4 années passées dans les geôles du régime syrien, Hasna, une jeune dame, a été humiliée, battue, torturée, libérée. Il y a 1 an, elle témoigne de l'enfer qu'elle y a vécu avec son enfant et se dit déterminée à construire une nouvelle vie. C'est tout pour les titres. C'est officiel, Maître Cheikh Sako n'est plus ministre de la Justice en Guinée. En France, depuis 2 semaines, il a rendu public ce lundi sa démission qu'il justifie en 2 points essentiels. Le fait de n'avoir pas été associé à la rédaction d'une nouvelle constitution. Maître Cheikh Sako dit être opposé à toute modification et à tout changement constitutionnel. C'est la 2e fois qu'un ministre rend le tablier sous l'ère Alpha Condé, après l'ancien ministre de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, en novembre 2018. Retour sur cette démission du ministre de la Justice avec Mamadou Sadio Baldé dans cette analyse. Tirant la leçon de votre silence depuis le 4 avril 2019, jour de notre entretien et de la remise du courrier vous demandant de me remplacer dans mes fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux, je vous présente ma démission du gouvernement. Fin de citation. Mais pour quelle raison ? Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution en ma qualité de garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Première leçon, une nouvelle constitution, et c'est officiel à présent, est déjà rédigée. Deuxième leçon, selon des indiscrétions, cette nouvelle constitution, dont le désormais ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait allusion, est rédigée par des étrangers. Interrogation, comment Sékou Touré va digérer cette démission qui n'est pas des moindres? Est-ce que la gestion du différend entre le député de la mouvance, Damaro Camara d'une part, et le ministre Cheikh Sako via les magistrats d'autre part, qui a précipité la démission du second? Le procès du dossier du 28 septembre 2009 aura-t-il pris un coup, sachant bien que Cheikh Sako a montré sa détermination de voir son jugement se tenir enfin? C'est vrai que la démission n'est pas une culture dans l'administration guinéenne, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger si d'autres démissions ne sont pas en téléchargement actuellement? Toujours est-il que le ministère d'État de la Justice et garde des Sceaux n'est pas n'importe quel département, surtout dans un pays où il le dit lui-même que la Constitution est sur le point d'être violée. Une chose est certaine, un danger guette la Guinée et Cheikh Sako a vu juste et il ne veut pas en être témoin, ou bien, et c'est bien possible, il a voulu sauver la Guinée d'une situation chaotique. Nous reviendrons largement sur cette information demain dans nos éditions d'information. Le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine dispose de moins de % du budget national. Pis, le département ne dispose pas de siège approprié. Il est logé dans un immeuble à usage multiple entre le 5e et le 6e étage à Kaloum. C'est l'annonce faite par Mariam Silla, la ministre de l'Action sociale, au cours de la conférence hebdomadaire des ministres. En ce qui concerne les opérations de déguerpissement de Kapororaï et de Dar es Salaam, la ministre est restée évasive, arguant qu'elle est solidaire aux victimes. Alseni Bari, Djibril Kabak, Kamara. 16e ministre du gouvernement a se prononcé sur son action. Dans cette longue allocution, la ministre de l'Action sociale a brandi d'abord les acquis, parmi eux l'adoption et la promulgation de la loi portant promotion des personnes handicapées en mai 2018, révision de la loi portant sur le code de l'enfant, plus de 500 milliards distribués aux femmes sous forme de crédit revolving, 1032 femmes fistuleuses traitées, dont 530 ont bénéficié d'immersion sociale. Il y a aussi le Fonds de développement social et de la solidarité
qui a été créé, qui est un instrument de la politique de protection du gouvernement. La loi sur la parité dans le domaine électif. Dans le domaine électif, il faut s'en féliciter, nous l'avons, mais il faudrait que nous ayons la parité effective en République de Guinée. Malgré ces acquis, les défis restent nombreux. Un budget de moins d'1%, la faible représentation au niveau des structures déconcentrées. Nous n'avons pas de directeur nommé à l'image des autres secteurs. Nous sommes entre le 5e et le 6e étage d'un département. Depuis la Deuxième République, le siège qu'on avait, on a donné ça à la Cour suprême. Nous n'avons plus de siège. Sur les déguerpissements de Kaporouraï et Dar es Salaam, Mariam Silla est restée évasive, s'accrochant sur une solidarité jusqu'à présent pas vue. Je vais commencer par exprimer ma solidarité envers ces populations par rapport à ce qui les arrive, parce que le délai qu'on leur a accordé est un délai insignifiant quand même, très court. Et nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à cette situation? Vous savez, nous avons des travailleurs sociaux. Des travailleurs sociaux, on les a mis sur le terrain pour qu'ils puissent accompagner de façon psychosociale ces familles qui ont été victimes de ces opérations de déguerpissement. J'avoue que, étant courroucées, les populations n'ont pas voulu être en contact avec ces travailleurs sociaux. Des réponses qui laissent les journalistes dans le doute. On continue toujours à faire du ministère de l'Action sociale un ministère des mutilations génitales féminines, un ministère de la polygamie, un ministère de la parité, un ministère de ceci et cela, alors qu'il y a des questions essentielles concernant l'action sociale, la promotion féminine et de l'enfance, mais qui ne sont pas malheureusement abordées. Reste à savoir si les appels de la ministre seront entendus, car sans doute qu'elle ne demeure guère la priorité du gouvernement. Comme annoncé dans les titres, assassinat à Sangoya, un adolescent a été fusillé à bout portant dans la nuit d'hier dimanche par le fils d'un militaire à la retraite. Fodé Bangali Keïta a été tué par un de ses amis qui manipulait l'arme de son père. Robert Lama, le présumé auteur du crime, a été mis aux arrêts et sa famille contrainte de fuir le quartier suite aux menaces persistantes du voisinage selon des témoins. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori Kamara. Voici le corps de Fodé Bangali Keïta, élève en 8e année. Venu de Dubreka pour assister au sacrifice de son grand-père récemment décédé, lui aussi ne repartira pas d'ici avec une âme. Le jeune de 13 ans a été fusillé par un de ses amis qui l'avait invité à venir jouer avec lui à son domicile. Étant un officier de la police judiciaire, je me suis précipité au sud d'aller voir si effectivement, si c'est le petit là qui a trouvé la mort. Entre-temps, quand je venais, celui qui avait tué, lui venait vers nous. Mais on ne pouvait pas y croire. Arrivé là-bas, effectivement, on a trouvé que le petit était couché au lit et sa tête fendue par la balle. Donc, quand je suis ressorti, j'ai trouvé que le petit qui avait tué était dans la main des gens. J'étais prêt maintenant à tuer le petit sur le coup. Étant un officier de la police judiciaire sur le terrain, j'ai fait mon rôle et mon devoir. Le conduire dans mon service le plus proche, c'est comme commissariat urbain de police de Sangoya. L'arme utilisée par Robert Lama, 16 ans, pour commettre le crime serait un fusil militaire. Son père, propriétaire de l'arme et militaire à la retraite, serait lui aussi mis aux arrêts. Un ancien militaire retraité dont il avait laissé l'arme dans la chambre de ses enfants, à la portée de ses enfants là-bas avec des balles. D'après avec les informations qu'il paraîtrait le monsieur est conduit au niveau de PM3 d'abord. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. À l'hôpital Ignace Dine où nous nous sommes rendus ce lundi matin, les résultats de l'autopsie étaient attendus auprès du service de la médecine légale. À Sangoya, où réside la famille du présumé auteur du crime, il nous a été interdit de prendre des images du domicile pour des mesures de sécurité. Selon les agents sur place, la famille de Robert a fui le quartier par peur des représailles du voisinage qui avait débuté hier, avant d'être stoppé. Clôture ce week-end à Kindia de l'atelier de formation sur l'appropriation de la plateforme SIGPIP, entendez système intégré de gestion des investissements
publics organisée par le ministère du Plan et du Développement économique. L'initiative vise à renforcer la capacité des acteurs intervenant dans la gestion de la plateforme pour mieux gérer les investissements publics en Guinée. Le département du Plan a bénéficié de l'appui technique et financier du PNUD et de la BAD. Compte rendu, Mamadou Boy Tialo. Cette rencontre se situe dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation et à l'appropriation de la plateforme de gestion intégrée des investissements publics SIGPIP. Durant la session, les acteurs intervenant dans la gestion de la plateforme ont échangé à travers des modules sur comment renforcer leurs capacités concernant la plateforme qui sert d'outil de gestion et qualification des investissements publics en Guinée. Cet outil va qualifier notre méthode de programmation et ça va impacter l'utilisation, donc la consommation des crédits. Donc c'est ce que vous appelez exécution. Et quiconque qui parle de l'amélioration de l'exécution, ça va de soi avec le suivi et évaluation. Cette session de formation qui va se dérouler en 2 phases va sans doute permettre aux participants de s'approprier cet outil de gestion des investissements publics qui comporte plusieurs composantes, notamment la passation des marchés publics. À travers le plan de passation des marchés, on pourra être édifié davantage sur l'exécution de la commande publique. La Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement accompagnent le ministère du Plan pour la mise en œuvre de la plateforme. Cet économiste au PNUD se réjouit du déroulement des travaux. Les connaissances acquises au titre de cette formation seront effectivement intégrées par les cadres dans le déroulement quotidien de leurs activités pour améliorer leur performance dans le cadre de la gestion de cette plateforme d'investissement public. Nul besoin de rappeler que jusqu'à un passé récent, la gestion des investissements publics était disparate et confrontée à des goulots d'étranglement. Toute chose qui ne permettait pas une lisibilité de l'impact des projets sur les populations, mais aussi leur suivi-évaluation. Mais désormais, grâce à la plateforme SIGPIP, autorités, investisseurs et partenaires techniques et financiers seront édifiés sur les investissements en Guinée. Le curage des caniveaux de Conakry, un travail inachevé. Les déchets sortis des caniveaux sont déversés au bord de la route, réduisant le passage et créant des bouchons. Ce lundi matin, la circulation a été paralysée toute la matinée à cause d'une mare d'eau à Sangoya dans la commune de Matoto. Chauffeurs et riverains s'en plaignent. La société en charge du curage et le ministère des Travaux publics restent muets sur la situation. Mamadou Kalisso, Alceni Camara pour le reportage. Sangoya, deuxième porte de la commune de Matoto. À cet endroit, les caniveaux sont totalement bouchés. La route est envahie par une mare d'eau créant des bouchons. L'une des conséquences de l'insalubrité qui sévit à Conakry. Le caniveau qui est là, ça là c'est bouché complètement. L'eau, il n'y a pas là où aller l'eau quoi. Maintenant c'est ce qui nous fatigue ici. Regardez, tous les boutiques qui sont là, personne ne travaille. L'eau nous a bloqué complètement. Le gouvernement il n'a qu'à nous aider pour déboucher les fossés là. L'opération de curage des caniveaux lancée par le ministère des Travaux publics il y a quelques semaines patine. Les ordures enlevées dans les caniveaux ne sont pas évacuées. Elles sont déversées sur la route, réduisant drastiquement le passage. Les eaux de ruissellement risquent de les ramener dans les mêmes caniveaux. La Guinée a fait un temps. La Guinée a trop. Caniveau est bloqué. Donc tout temps nana masé mo be muta sofere kira ya temana parce yoge bir na kira nango ma bi ambuta jibo na bir yoge nara. Ça fait 2 jours qu'on est là. La partie est bloquée par l'eau. On n'arrive pas à sortir chez nous. Vous voyez, il y a un pont devant là qui est bouché par les ordures. Au rond-point du kilomètre 36, des caniveaux recouverts sont engloutis par des tas de déchets. Cette dame exhorte les autorités à achever le curage. Partout sur les artères principales de la capitale, des caniveaux sont nettoyés,
les déchets déversés sur la route attendent d'être évacués. Au même moment, d'autres opérations de curage sont en cours et le ministère des Travaux publics est accusé de manquer de volonté pour le ramassage des ordures. Et puis cette interrogation, où allons-nous vivre demain? La question mérite d'être posée car le prix du loyer ne fait qu'augmenter. À Conakry, les quartiers manquent d'espace sans initiative d'urbanisme ou de co-urbanisme. En tout, la Guinée est confrontée à ce problème, mais il existe une solution et vous allez la découvrir dans ce reportage grand format que nous proposent Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Dans la sous-région, certaines villes se distinguent sur le plan de la cherté de loyer. Et Conakry, la capitale guinéenne, a l'air de ressembler à ces villes. Il y a très bien longtemps. Koundouno Nestor Faya évolue dans l'immobilier depuis près de 3 ans. Il construit des immeubles, facilite l'accès au logement et achète des domaines. Dans sa profession, il a fait un constat. Les décideurs, c'est-à-dire les bailleurs de bâtiments, fixent le prix selon leur humeur. Vous trouvez quelqu'un qui vend un terrain à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards à Lambagny ou à Kobaya ou à Sonfonia. En Guinée, aucune réglementation sur le foncier. Les propriétaires gardent leur domaine pour les vendre plus cher. Et les démarcheurs, mêlés dans ce business, compliquent beaucoup plus l'accès au logement. Les démarcheurs sont là pour spéculer sur les terrains et sur le loyer. Et donc l'une des solutions serait de mettre en place une base de données au niveau du cadastre, au niveau des autorités fiscales, en fait, qu'ils puissent mettre en place cette base de données-là pour dire que dans tel quartier, en fait, on ne pourra pas, le loyer moyen, il est à tel prix, le coût de la construction, il est à tel prix, le coût d'un terrain est à tel prix. Mais quand vous avez des démarcheurs qui sont là, qui disent, bon, écoutez, quelqu'un dit, bon, je veux louer à 500 000 et que la personne dit, moi, je peux te faire louer à 1 million, c'est clair que ça pose un problème. Dans l'avenir, l'accès au logement risque de devenir encore plus difficile. Les villes vont manquer d'espace vide et la démographie connaîtra une hausse. Dans certains pays, pour limiter le gaspillage du terrain, les gouvernements ont mis en place des lois qui obligent les particuliers à ne construire que des immeubles sur des petites parcelles. Mais en Guinée, cette mesure ne semble pas pour l'heure être une solution. Densifier, c'est très bien, parce que ça permet de concentrer le maximum de personnes à un endroit. La solution qui a été faite ailleurs, par exemple, c'est faire un redécoupage parcellaire. Les parcelles aujourd'hui étaient vendues à un moment donné à 500 mètres carrés. On en est arrivé à 400. Vous en trouvez de 300 mètres carrés et peut-être, vous voyez au Sénégal, vous en êtes à 150, des fois 100 mètres carrés la parcelle. Donc densifier, c'est très bien, mais encore une fois, tout ça, c'est pour agir sur le coût. Vous pouvez mettre des règles d'urbanisme précises parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que plus vous construisez en hauteur, plus vous êtes aussi, peut-être que vous amortissez en termes de foncier, mais le coût de la construction aussi augmente. Mais rien n'est encore trop tard pour permettre aux citoyens modestes d'accéder à des logements décents. Mais il y a un prix à payer. La solution, c'est de refaire un redécoupage parcellaire, déjà. Il faut densifier au maximum. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas, par exemple, mettre des routes en place vers de nouveaux terrains qui existent un peu partout, genre vers Dubreka, en essayant d'amener les gens à être à l'intérieur de Conakry, en redécoupant les parcelles, vous pouvez rendre disponibles des logements. Il faudrait aussi que l'État fasse un effort, parce qu'il ne suffit pas d'agir sur les coûts. Il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de Guinéens qui puissent avoir, le revenu moyen du Guinéen puisse aussi s'accroître. L'État a la possibilité d'avoir le ciment moins cher, parce qu'il y a combien d'entreprises qui produisent du ciment en Guinée? C'est énorme. L'État a des entreprises ici qui produisent des fers à béton. Okay? Il y a des entreprises aussi dans le pays qui produisent des câbles électriques. Il y a des entreprises au pays ici qui fabriquent des tôles. Nous avons ici tout est disponible, mais c'est la volonté qui manque. Dans le pays, des logements se construisent, mais pour des personnes aisées. Le gouvernement a promis de construire 120 000 logements sociaux pour réduire le coût du loyer. Mais le projet se fait toujours attendre. Et les zones comme Koya et Dubreka, très convoitées, se construisent presque sans plan d'urbanisme.
Volet éducation à présent, les préparatifs vont bon train à l'approche des examens nationaux au centre des aveugles et malvoyants Sogué, situé à Taouia dans la commune de Ratoma. Selon la directrice du centre, l'évolution des programmes est à 95%. Par contre, ils sont confrontés à certaines difficultés liées au déroulement normal des cours. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Sorissouma. Le centre Sogué a été construit en 2002. Cet établissement dédié aux non-voyants a un effectif de 58 élèves repartis dans 7 salles de classe. Dans cette école, toutes les dispositions sont prises pour l'achèvement des programmes à temps et pour cela, une méthode a été mise en place pour le bon déroulement des cours. Nous donnons aussi les séries de questionnaires aux enfants. Ils vont traiter à la maison. Le lendemain, ils viennent, on donne les réponses et si c'est exact ce qu'ils ont trouvé, vraiment ça va. Et c'est comme ça que nous faisons aussi une stratégie de révision. Dans ce centre, les élèves sont déterminés à étudier malgré leur handicap. Alpha Oumar Bari fait la 6e année. Pour décrocher son examen d'entrée en 7e, il passe presque tout son temps à apprendre ses leçons une fois à la maison. Pour lui, le seul moyen d'atteindre ses objectifs est de s'adonner aux études. Quand je suis à la maison, souvent, comme ce n'est pas facile de lire le noir, j'appelle un ami ou quand même un confrère, il vient, il m'aide à lire les leçons et moi je transcris en braille et ça aussi, ça me facilite beaucoup la tâche et je pourrais affronter l'examen. Cet établissement est confronté à plusieurs difficultés pour le bon fonctionnement des cours. Le manque de matériel didactique reste la principale préoccupation du centre. À cela s'ajoutent encore d'autres, comme le bus de ramassage est petit par rapport au nombre d'effectifs des élèves. Nous avons aussi la cantine qui ne fonctionne pas. Et le bus commence le ramassage à 4 heures du matin et le dernier élève est déposé chez lui à 19h30. Donc ce n'est pas facile de garder les enfants jusqu'à ce temps sans leur donner au moins un goûter. La directrice du centre demande à l'État et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide en apportant des outils didactiques ou autres matériels. Cela pour permettre à ces élèves aveugles et malvoyants d'étudier dans de très bonnes conditions. Ailleurs dans le monde, durant 4 années passées dans les geôles du régime syrien, Asna a été humiliée, battue, torturée. Libérée il y a 1 an, elle témoigne de l'enfer qu'elle y a vécu avec son enfant et se dit déterminée à construire une nouvelle vie. Images et commentaires. Durant 4 années passées dans les geôles du régime syrien, Asna a été humiliée, battue, torturée. Libérée il y a 1 an, elle témoigne de l'enfer qu'elle y a vécu avec son enfant et se dit déterminée à construire une nouvelle vie. En 2011 شفت إنه العالم صارت تطلع مظاهرات وحبيت إني شارك بهذا الموضوع وطلعت أنا ورفقاتي. بعد فترة إنه حبينا نطور شغلنا وصرنا نجيب مواد طبية. يعني 18 يوم بلشت انطلع على التحقيق. هون صار اول شيء المحقق شد لي خماري شاف شعري قال لي والله ما حخليك تتهني. اول شيء قص لي شعري بالسكين وبعدين صار يضربني. يعني اول مره شبحني ربط لي ايدي هيك بالكلبشه لورا وعلقني وكان يعني تعرضت لنزيف قوي. Avec son fils né en prison, elle tente de reprendre une vie normale. Elle s'est remariée après le décès de son premier mari lors de sa détention. وأول ما تزوجت يعني الحمد لله إنه دغري نساني كل الاعتقال. هلا هو ما نساني بس يعني إنه شوي هيك يعني هذيك الأيام شوي راحت من راسي. هو كتير كان منيح مع ابني ولهلا هو الحمد لله منيح مع ابني. بعد 4-5 شهور تعرض لإصابة هاي الإصابة خلته هلا يصير عاطل عن العمل. Pour subvenir aux besoins de la famille, Asna décide de travailler dans un atelier de couture qui emploie d'anciennes détenues. En Turquie, pour clore ce journal, cette histoire pathétique, près de sa tente de fortune dans une oliveraie près de la frontière turque, Mona Ter prépare un repas frugal de pommes de terre et de concombres pour le premier ramadan, sans abri depuis sa fuite, ainsi que sa famille des bombardements
Et combats qui font rage dans le nord de la Syrie. Depuis la montée de la violence, plus de 200 000 personnes ont fui les zones de bombardement et de combat dans le sud d'Idlib et le nord de la province voisine de Hama, selon l'ONU. Suivez. Devant sa tante, Mounamter prépare un repas frugal de pommes de terre et de concombres pour la rupture du jeûne musulman de Ramadan. Le premier qu'elle et sa famille vivent sans abri après avoir fui les bombardements dans le nord syrien. زبدنا يعني ندحج شيشه يعني الفطور نساوي يعني وين الواحد يدحج عجان الذبان يعني واحد يعني غصب بدي مضي رمضان مفرق كثير عن الحز قبل والله هي ما يكفي يعني حس طبخت بطاطا وانا قاعده اطبخ منجوهم قاموا يلقطون ياكلون عيدي يعني قاموا ياكلون عيدي وانا قاعده اطبخ لانهم جوعانين يعني ايام يكفي ايام ما يكفي. Durant le Ramadan, les musulmans partagent un repas familial après le coucher du soleil pour rompre le jeûne qui s'étend de l'aube au crépuscule. Mais cette année, la famille Mter n'a pas pu célébrer ce mois sacré comme de coutume. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.